Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis on va parler d'un grand rendez-vous annuel tout au long de cette émission, le Safer Internet Day, une mobilisation internationale pour un numérique plus sûr et plus responsable, axée cette année sur la question du bien-être numérique. Alors comment accompagner les jeunes sans diaboliser les écrans, comment préserver aussi leur santé mentale dans un environnement conçu pour capter leur attention. On en parle avec Internet sans crainte et sa directrice Axelle Desaint. Bonjour. Bonjour Lisa. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Mais tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Chaque année, pendant 2 mois, le Safer Internet Day mobilise établissements scolaires, familles, associations et institutions partout en France et dans plus de 200 pays. Objectif, donner des repères concrets quant à nos usages numériques. Et l'édition 2026 se place sous le bien-être numérique au cœur du débat. Et pour ce faire, l'événement se base sur 3 piliers. Appréhender les mécanismes, apprendre à reconnaître les signaux et donner le pouvoir d'agir. Alors si vous aussi, vous avez envie de comprendre et de passer à l'action, restez avec nous parce qu'on en discute tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Axelle Desaint, directrice d'Internet sans crainte. Alors Axelle, on vous reçoit régulièrement, bien évidemment, sur le plateau de l'École du Futur et plus largement sur School TV. Mais on espère tout de même avoir de nouveaux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Donc est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est Internet sans crainte? Mais bien sûr, donc Internet sans crainte, c'est le programme national d'éducation numérique des jeunes et des familles. C'est un programme qui a 18 ans maintenant, qui se fait dans le cadre de la Commission européenne. C'est le volet français d'un grand programme européen de protection des mineurs. Et notre rôle surtout, ça va être d'informer, de former et surtout d'outiller les adultes qui sont aux côtés des jeunes. Donc on propose plus de 200 ressources gratuites. On a un grand centre de ressources de sensibilisation pour justement pouvoir aborder avec eux un peu tous les enjeux d'éducation numérique. Ce qu'il peut y avoir de positif, ce qu'il peut y avoir aussi plus négatif avec les risques, parce qu'on parlait des risques, c'est aussi important. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est d'aider finalement les jeunes à avoir une meilleure maîtrise de leur vie en ligne. Alors, vous êtes là pour nous parler, je le disais, du Safer Internet Day 2026, qui a débuté donc le 10 février 2026 pour une mobilisation qui va durer 2 mois, donc jusqu'à fin mars. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, de quoi s'agit-il et pour qui ? Alors en fait, le Safer Internet Day a justement été créé par ce réseau européen des Safer Internet Centers qu'on représente en France, pour justement se dire il faut une journée, au moins une journée dans l'année, pour parler de la protection des mineurs en ligne. Alors ensuite, chaque pays
voilà, peut le faire vivre comme il veut. Et nous, en France, on l'a proposé aussi à l'Éducation nationale pour en faire un jour clé de l'agenda scolaire. Et puis un jour, en fait, on s'est dit que ça suffisait pas, surtout que cette journée, elle tombe souvent pendant les vacances scolaires d'au moins une zone. Donc cette année, on a osé rappeler ça les Safer Internet Days. Ce sont bien 2 mois jusqu'à fin mars pour parler d'éducation numérique, mais c'est aussi l'occasion de mettre en avant un enjeu de société, une problématique clé. Et cette année qui était l'année de la santé mentale, on s'est dit que parler de notre bien-être en ligne, on ne le faisait peut-être pas assez avec nos jeunes en particulier. Donc c'était l'occasion de mettre ce thème à l'honneur. Alors ça fait plusieurs années que ça existe. Pourquoi est-ce que pour vous, cet événement, il reste indispensable encore en 2026 ? Il est clé parce qu'on voit qu'il y a encore énormément d'accompagnement à faire des jeunes. De toute façon, les usages évoluent. On voit aujourd'hui qu'ils se sont centrés beaucoup aussi sur des réseaux sociaux qui ne se soucient pas forcément beaucoup du bien-être de leurs utilisateurs, puisque leur objectif, c'est surtout qu'on y soit le plus longtemps possible et à tout prix. Donc, avoir conscience aussi de ces mécanismes, de ce que ça peut, de ce que ça peut faire pour nous. Donc, comprendre en fait les environnements numériques dans lesquels on évolue, ça devrait déjà être la base de cette éducation. Et puis, parce qu'on le voit bien, nous sur le terrain, auprès des familles, les parents ont besoin aussi de clés de compréhension et de clés d'action pour pouvoir accompagner leurs enfants sur ces sujets-là. Bien évidemment, parce que sur ces sujets-là, on a tous été un petit peu lancés dans le bain sans avoir les règles, donc c'est encore plus difficile effectivement pour les parents qui aujourd'hui se font peut-être dépasser par les habitudes de leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui cet événement, il est peut-être même encore plus important qu'à son lancement ? Est-ce que les enjeux ont changé ces dernières années ? On l'a compris, il y a les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui entrent en considération ? En fait, il y a quand même eu une véritable prise de conscience de la place des écrans dans nos vies, dans la place que ça prend dans la vie des enfants, des adolescents, qu'aujourd'hui, en fait, énormément de nos usages passent à travers ces écrans. C'est l'endroit où on s'informe, c'est l'endroit où on se divertit, où on communique. Donc, beaucoup de nos activités se sont concentrées sur ces écrans. Et on est peut-être aussi trop grandi avec cette idée d'un Internet où tout est permis, d'un espace où il n'y a pas forcément de règles, et c'est pas vrai. Et en fait, si on laisse les jeunes aussi investir ces espaces, en connaître leurs droits et devoirs, ils s'exposent aussi à des difficultés. Donc, les accompagner, casser un peu ce mythe aussi du digital native, qui dirait que les jeunes naissent avec toutes les compétences numériques, c'est faux. On a besoin d'être accompagnés dans ces espaces pour pouvoir bien s'en servir et avoir que des expériences bienveillantes. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Bon, alors j'imagine que si ça fait plusieurs années que cet événement existe, c'est qu'il fonctionne. Mais est-ce qu'on a une idée peut-être un petit peu chiffrée de son impact ? Alors oui, nous en tout cas, on voit en France, là depuis qu'on l'a fait inscrire à l'agenda scolaire en 2022, on a le nombre de participants qui triple chaque année. Et l'année dernière, cette opération, à travers les outils qu'on met à disposition, parce qu'on met en place des kits ateliers dans les établissements scolaires pour faciliter le déploiement d'ateliers de sensibilisation, ça nous a permis de sensibiliser 500 000 jeunes sur ces 2 mois. Donc voilà, c'est une action qui prend de l'ampleur et qui permet en tout cas d'avoir des résultats concrets sur la sensibilisation des jeunes. C'est quand on a une action de ce type-là, après les effets, ils font effet boule de neige, ou est-ce que finalement, une fois la journée passée, les jeunes oublient un petit peu ce qu'on leur a inculqué ? Non, je ne crois pas. Alors, d'abord parce qu'il y a plusieurs actions qui les mobilisent de manière différente. Donc, nous, on outille pour que dans les établissements scolaires, ils puissent recevoir au moins une séance de sensibilisation. Et le fait de l'étaler sur 2 mois, ça permet peut-être d'en avoir aussi plusieurs. C'est l'occasion de voir, on est à chaque fois sur des sujets aussi qui ne sont pas liés à un moment clé de l'année, donc on peut en reparler tout au long de l'année. Et puis, on mobilise aussi les jeunes de manière créative. On propose notamment un concours d'affiches jusqu'à fin mars, où ils peuvent justement se saisir du thème de la campagne et du slogan de cette année qui était « Les écrans et toi, comment ça va ?», pour voir justement comment eux, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ce sujet et quelles solutions ils trouvent. Donc à la fois on les sensibilise, mais on les met vraiment acteurs aussi de cette campagne. Bon, alors justement, c'est le moment de parler de la campagne de cette année. Vous avez commencé à l'évoquer, donc Les écrans et toi, comment ça va ? Elle est dédiée au bien-être numérique. Pourquoi avoir choisi cet angle ? Alors pourquoi on a choisi cet angle ?
c'était l'année de la santé mentale, puis on est ravis de voir que ça poursuit en 2026. Donc à la fois, on voulait finir l'année, mais on est content de voir que certainement on n'a pas fait le tour de ce sujet. Et on s'est rendu compte que, sans que les écrans soient bien sûr l'unique cause, déjà la santé mentale des jeunes n'est pas terrible, et que malheureusement un mésusage des écrans peut favoriser un mal-être. Donc, et puis on s'est rendu compte que, en faisant justement des conférences avec les parents, que des fois, s'intéresser aux pratiques numériques de ses enfants, de ce qu'ils font en ligne, c'était pas forcément évident, qu'on a le réflexe de leur demander comment s'est passée ta journée d'école, mais comment ça a été sur les réseaux, comment tu te sens après 1 heure sur TikTok, c'est une question qu'on leur pose pas. Et donc on leur permet pas aussi de parler de leurs ressentis et de ce qu'ils vivent en ligne, les bonnes comme les mauvaises expériences. Et aujourd'hui, ça peut être un vrai levier de discussion et d'action en termes d'éducation numérique. Et ça, aujourd'hui, les jeunes, ils n'arrivent pas, si on leur pose pas la question, à venir vers leurs parents et parler de leur expérience en ligne? Nous, on se rend compte qu'il y a vraiment une rupture de dialogue. On le voit quand on fait des ateliers terrain, et là, on a été amené à en faire pour le Safer Internet Day. On sent que le cadre d'usage, il leur est souvent imposé ou un contrôle parental imposé. Ils ont le sentiment que leurs parents ne comprennent pas aussi les besoins qu'ils peuvent avoir en ligne, que c'est aussi un espace social où ils retrouvent tous leurs amis. Aussi peut-être une sorte de bulle dans laquelle ils aiment se retrouver. Et c'est normal à l'adolescence aussi d'avoir envie de s'affranchir de ça. Donc pour les parents, c'est beaucoup perçu comme un danger. Ils vont beaucoup dans l'interdit. Donc aujourd'hui, il y a une rupture assez importante dans les foyers sur ce sujet et qui est problématique. Parce que justement, ces jeunes ont besoin d'être accompagnés et les parents ont besoin de comprendre. Donc parler du bien-être, c'était aussi recréer un espace où on peut parler ensemble de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Alors justement, quand on parle de bien-être numérique, c'est quoi les piliers du bien-être numérique? Alors pour nous, le pilier, c'était déjà de comprendre ces mécanismes. Alors pourquoi on voulait faire ça? Parce qu'aujourd'hui, les usages numériques se sont essentiellement concentrés sur les réseaux sociaux. C'est un peu là que tout se passe. Donc, et ces usages se sont concentrés aujourd'hui sur un certain nombre d'acteurs, de services, dont l'objectif est de capter notre attention. C'est leur modèle économique. Donc déjà, comprendre ça, parce que ce modèle favorise l'hyperconnexion. Donc fait en sorte qu'on y soit le plus longtemps possible et va nous exposer aussi à du contenu qui n'est pas forcément bienveillant pour susciter de l'engagement, parce que c'est ça le modèle. Donc déjà avoir conscience de cette hyperconnexion et de l'impact que ça peut avoir sur notre santé, sur le sommeil, sur éventuellement l'anxiété aussi, quand on est confronté à beaucoup de contenu en lien avec l'actualité. Donc ça, c'était un premier point, pour ensuite être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Là, je reviens au cœur du sujet, d'être capable de comprendre ses émotions et donc de repérer des signaux de fatigue, d'anxiété, pour pouvoir agir tant qu'il est temps. Et nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment le cœur de notre action avec Internet sans crainte, et en particulier dans ce Safer Internet Day, c'est donner des clés pour permettre aux jeunes d'agir, donner des clés d'action. Donc, plutôt que l'interdit, nous, on croit plus au pouvoir de l'autorégulation, comprendre ce qu'on vit, comprendre où on évolue et donner des clés pour agir, mais qui soient accessibles. Donc des règles comme ne pas laisser son téléphone rentrer dans la chambre de soir, comprendre qu'il y a des moments avec et sans connexion, puisqu'il y a des moments où on va avoir besoin de se concentrer ou d'être disponible pour les autres. On croit que ça, c'est un levier plus fort pour pouvoir avoir un rapport plus équilibré avec les écrans. Alors, on le sait, justement, le problème, il y a bien évidemment le temps d'écran d'un côté, mais il y a aussi le fait de savoir ce que l'on fait de ce temps d'écran. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, selon l'Observatoire des plateformes de l'ARCOM, TikTok et Snapchat concentrent à elles seules près de la moitié du temps passé en ligne pour les adolescents de 12 à 17 ans. La question, c'est pour y faire quoi sur ces réseaux ? En fait, on est bien au cœur là, de ce mécanisme qui est extrêmement puissant, et particulièrement celui effectivement de TikTok, avec tous ces mécanismes de scroll continu, de contenu court, hyper bien calibré pour correspondre à nos centres d'intérêt. C'est un plaisir facile, c'est-à-dire quand on s'ennuie, et aujourd'hui c'est vrai que ça questionne aussi les alternatives qu'on est capable de proposer à ces jeunes quand on les sort des écrans. Donc c'est vrai que quand on se tourne vers ces espaces-là, on est sûr d'avoir un plaisir extrêmement facile et qui correspond exactement à ce que le cerveau de l'adolescent a besoin à cet âge-là, qui réagit beaucoup au plaisir. Donc ce mécanisme, ce circuit de la récompense, les réseaux ont fait beaucoup de recherches pour savoir exactement comment on fonctionne. Donc c'est extrêmement dur de lutter contre ça.
On demande presque l'impossible aux jeunes, mais même à nous, de lutter contre ça. Donc, en avoir conscience, déjà avoir cette conscience, c'est déjà un premier pas vers une responsabilité qui nous donne des clés pour agir. Et c'est surtout sur ce levier-là qu'on voulait travailler. Voilà. Selon vos données, 68% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour interagir, 60% pour s'informer, 51% pour se divertir. Cela montre finalement à quel point ces plateformes, en fait, elles structurent toute leur vie, leur quotidien. Est-ce que ça, quelque part, c'est inquiétant ? Alors, c'est inquiétant si, effectivement, ça passe à travers que certains modèles qui vont pousser aussi du contenu, qui vont nous enfermer aussi dans un certain contenu. C'est ce qu'on appelle une bulle de filtre ou une chambre d'écho. Et si on est soi-même pas très bien ou tenter de regarder des contenus qui vont être anxiogènes, on va s'enfermer là-dedans sans se rendre compte forcément que le monde, par ailleurs, peut être totalement différent. Donc, c'est le fait d'être enfermé dans ces mécanismes-là qui ne se soucient pas de notre bien-être. Donc, d'apprendre à aller chercher des contenus qui sont positifs, qui sont fiables. Ça, c'est une éducation qui est nécessaire pour faire de ces espaces des vrais lieux d'information et pas de désinformation ou de mésinformation, et des lieux qui nous inspirent. Parce que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que tous ces contenus positifs, inspirants, ne sont pas forcément visibles. Et puis c'est important d'aider les jeunes à avoir un équilibre. Le numérique peut avoir un espace dans leur vie, ça comble plein de leurs besoins, mais c'est aussi un âge où on a extrêmement besoin de bouger. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup des effets de la sédentarité sur les jeunes. C'est un réel impact sur le sommeil. Une nuit de sommeil en moins pour les adolescents en 20 ans sur une semaine, c'est énorme. Et le sommeil, ça joue sur l'humeur, la concentration, l'attention, et on le sait peut-être moins sur les maladies cardiovasculaires aussi. Donc tout ça est une question d'équilibre. Donc il ne faut pas forcément s'en inquiéter, il faut juste s'assurer que ce temps il soit positif et ne nuise pas à la santé des jeunes. Bon, on va continuer à parler d'éducation aux médias et puis du Safer Day, Safer Internet Days. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Allez, si vous nous rejoignez sur School TV, vous êtes dans l'école du futur. On parle aujourd'hui d'éducation aux médias et des Internet Safer Days. On va continuer à en parler tout de suite en seconde partie d'émission.
Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir la directrice d'Internet sans crainte, que vous connaissez certainement si vous nous suivez régulièrement. Et c'est Axelle de Sainte. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Alors, j'aimerais qu'on aborde désormais, puisqu'on a fait en première partie un petit état des lieux, j'ai envie de dire, de ce qui se passe dans la vie numérique des plus jeunes, comment le bien-être numérique doit être construit. La question maintenant, c'est de l'autre côté, quels sont les premiers signes d'un rapport déséquilibré aux écrans? À quel moment les parents doivent s'inquiéter? Alors, ce qui peut être inquiétant, alors, c'est souvent pas les écrans qui vont être le problème, c'est qu'il va y avoir une autre problématique qui font que le jeune va se réfugier un peu plus sur les écrans, que ce soit à travers ses réseaux ou dans du jeu vidéo, par exemple, parce que ça va être un espace où il va se sentir peut-être plus en sécurité. Donc, le premier point d'alerte, c'est effectivement une difficulté à s'arrêter. Un gros point d'attention, parce qu'on voit l'impact que ça a sur la santé, on en a parlé en première partie, c'est quand ça grignote sur le temps de sommeil, quand on se rend compte que son enfant, et ça arrive, quand même un tiers des ados a déjà mis en place un réveil la nuit ou plutôt le matin pour pouvoir consommer du temps d'écran, parce qu'après, ils ne vont pas forcément pouvoir le faire. Donc ça, c'est quand on voit que ça dure trop longtemps le soir ou que ça va perturber le sommeil, c'est un point d'attention. Et puis, quand on voit que ça détourne l'enfant de d'autres centres d'intérêt, c'est-à-dire quand il aimait sortir, faire un sport ou de la musique, et que tout d'un coup, il se désintéresse de ça, c'est problématique parce que c'est important que cet équilibre reste. L'autre point d'attention, ça va être un changement d'humeur, parce que au-delà de la surconsommation d'écran, à l'intérieur des écrans, il peut aussi se passer des choses plus ou moins malveillantes, des relations avec d'autres personnes, ou un début de harcèlement. Et là, ça va se traduire par une perte d'appétit, une anxiété, plus avoir envie de sortir, par exemple. Donc voilà, c'est les principaux points d'attention. Puisque vous abordez la question du cyberharcèlement, j'aimerais aussi qu'on parle de l'intelligence artificielle, qui elle aussi, bien évidemment, a changé les choses en matière de cyberharcèlement. Ça, c'est un point qui vous inquiète particulièrement? Oui, c'est vrai, parce que l'IA, très rapidement, a permis de massifier considérablement les situations de harcèlement et d'exposer encore plus les jeunes à des arnaques, à la manipulation de leur image. Et souvent dans des situations un peu dramatiques. C'est vrai que c'est extrêmement facile aujourd'hui, à partir d'une simple photo de profil, de fabriquer plein d'autres situations et de dénuder. C'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, avec malheureusement... malheureusement, des IA accessibles à tous qui permettent très facilement de mener ce type d'action. Donc, il y a le harcèlement entre pairs, qui permet malheureusement, à travers ces outils, de faire encore plus de dégâts. Mais on est beaucoup plus inquiet des arnaques à grande échelle qui sont faites par des brouteurs qui vont capturer comme ça des photos de mineurs, très facilement fabriquer du faux contenu et demander en échange de l'argent, ou qui vont jouer aussi sur nos émotions en étant capables de cloner la voix et en arnaquant des parents aussi. Ça, c'est les deepfakes, effectivement. Voilà, tout ce qui est deepfake, donc faux contenu, c'est vrai que ça peut être utilisé à des fins positives, mais malheureusement à des fins négatives, et le cyberharcèlement en est... malheureusement. Et de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés à l'IA, c'est aussi une porte d'entrée pour certains jeunes pour se confier. Ça, comment est-ce que vous vous positionnez chez Internet sans crainte sur ce sujet? Alors, c'est malheureusement un point d'attention aussi. Alors, ça doit être quelque chose qui nous interpelle, tous aussi en tant qu'adultes. Pourquoi les jeunes se sentent aussi plus à l'aise pour aller se confier à des IA qui sont certainement disponibles 24 heures sur 24, qui ne jugent pas, qui écoutent, qui sont d'ailleurs plutôt conçus pour aller dans le sens de ce qu'on a envie de penser et de dire, mais qui peuvent aussi créer un biais dans la relation. Il faut toujours se rappeler que c'est bien un outil, que ce n'est pas une personne. Donc c'est aussi un point d'attention par rapport à des profils vulnérables, d'ailleurs qu'on soit jeune ou adulte, mais plus on est jeune, plus on est vulnérable, pour ne pas s'installer une fausse relation ou laisser penser qu'une IA peut remplacer un médecin, un psychologue et quelqu'un qui peut apporter des vrais conseils quand on est justement en détresse psychologique. Bon, alors c'est le moment de revenir sur les Safer Internet Days de cette année, encore une fois dédié au bien-être numérique. Il faut savoir que cet événement, c'est un événement qui est co-construit chaque année avec les premiers concernés, une trentaine d'adolescents cette année. Et pour mieux maîtriser leur temps d'écran, ils ont mis au point un outil intitulé l'acromètre. Qu'est-ce que c'est ?
Alors en fait, on leur a donné nous, on travaille toujours avec des jeunes et ça nous semble clé de co-construire avec eux des ressources qui vont permettre de sensibiliser d'autres jeunes. Donc on le fait particulièrement dans le cadre du CEFER et on leur a confié cette mission en leur disant si vous deviez imaginer un outil pour pouvoir parler du bien-être en ligne avec vos camarades, qu'est-ce que vous imagineriez? Et ils ont eu assez rapidement l'idée d'un outil qui permettrait justement d'évaluer comment on se situe par rapport à son rapport aux écrans. Donc voilà, ils ont imaginé cette acromètre, c'est eux qui l'ont appelé comme ça, avec plusieurs situations qui sont justement très concrètes sur ce qu'on peut vivre en ligne et qui vont permettre de voir si on est dans le bleu, tout va bien, et puis si on va dans le rouge, ils ont ensuite accès à des conseils. Ce sont en tout cas des signaux d'alerte pour peut-être essayer d'avoir un rapport un peu plus équilibré. Et ça, c'est un outil qu'on va pouvoir retrouver gratuitement sur Internet. Il est disponible, comme toutes nos ressources, sur Internet sans crainte. Vous le trouvez dès la page accueil. Et en complément, ils ont imaginé aussi une campagne d'affichage pour interpeller d'autres jeunes sur cette problématique, mais interpeller aussi leurs parents. C'est pour ça qu'ils ont choisi un visuel qui joue un peu sur les mèmes des années 80. Le POV, voilà, Point of View. Exactement, pour que ça parle aussi bien à leur génération, un peu ambiance Stranger Things, et à leurs parents. Ce sera un peu les parents qui regardent leurs ados d'aujourd'hui en disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et justement, vous proposez aussi un certain nombre d'outils à destination à la fois des parents et des enseignants, donc plus largement les adultes. Alors on ne peut pas tous les énumérer puisque sinon ça serait un petit peu fastidieux, mais est-ce que vous pouvez nous en énumérer tout de même quelques-uns, oui, je vais être les données essentielles? Rapide. Déjà pour les enseignants, l'objectif c'était vraiment d'avoir des supports pour pouvoir parler de ce bien-être. Donc c'est très simple, on a une série Internet sans crainte qui s'appelle Vincelou, qui est une série animée qui permet justement de parler des pratiques numériques des enfants, et donc elle s'appelle « Et toi, tu fais quoi quand ça va pas ?» Et on est parti vraiment des émotions des enfants et qui les amène parfois à se tourner vers les écrans et à quel moment c'est bien, à quel moment c'est pas bien. Et pour les ados, un parcours que j'avais envie de faire depuis très longtemps qui s'appelle « Les réseaux et moi » et qui permet vraiment de décrypter les mécanismes de captation et de comprendre l'impact que ça peut avoir sur notre bien-être avec des clés d'action. Et on est aussi un outil pour les parents, puisqu'on a sorti cette année la boussole des écrans, qui est un outil très simple, très concret, pour pouvoir justement évaluer une situation numérique avec son enfant et se rendre compte si elle est adaptée. Voilà, donc c'est des outils très pratiques qui peuvent être, qui sont à la disposition des enseignants et des parents pendant le CEFER, mais bien au-delà, puisque ce sont des problématiques qui nous concerne toute l'année. Et puis, pour revenir sur les adolescents, bien évidemment aussi, l'un des points clés de cette campagne, c'est que vous avez un relais sur les réseaux sociaux avec un certain nombre d'influenceurs. Oui. Ça rencontre un franc succès, j'imagine, auprès des adolescents. Oui, et puis même aussi d'autres adultes, des parents. C'est vrai qu'on a un ensemble de créateurs de contenu qui sont assez fidèles à nos côtés et qui ont des profils très différents. Alors cette année, on a été très contents d'avoir à nos côtés Noah de l'éclat positif, qui est un jeune qui a créé justement un média pour parler de positif. On trouvait que c'était très important dans le bien-être, qu'on peut aussi se saisir du numérique pour ça. Mais on a aussi des médecins, des psychologues, des dessinateurs, des experts de la parentalité qui se saisissent de cette thématique pour justement pouvoir donner des conseils, se l'approprier de leur point de vue, pour pouvoir élargir aussi les messages de cette campagne. Et puis, puisqu'on arrive en fin d'émission, j'aimerais quand même qu'on rappelle que vous n'êtes pas seul pour les Safer Internet Days. Vous êtes accompagné de 2 autres acteurs clés qui sont justement aussi des acteurs qui permettent de signaler quand il y a un comportement problématique ou de soutenir les victimes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui ils sont? Oui, bien sûr. Alors, le Safer Internet Days, c'est l'action du Safer Internet France. Donc, nous, on le pilote Internet sans crainte. Mais à nos côtés, dans ce Safer, il y a effectivement le numéro 3018 d'e-enfance, qui est la ligne pour les violences numériques et le harcèlement, qui est aussi un signaleur de confiance, aujourd'hui désigné par l'Arcom, donc qui peuvent vraiment aider aussi à faire retirer du contenu en ligne. Ne pas oublier, on peut signaler sur les sites, mais ces acteurs-là permettent peut-être d'agir plus rapidement. Et puis l'autre acteur, c'est la plateforme de signalement Point de Contact. Là, c'est pour tout ce qui est contenu illicite, et ils sont spécialisés particulièrement sur tout ce qui touche les mineurs. Donc savoir que ça, c'est pas normal, que ça doit se dénoncer. Quand on parlait tout à l'heure de harcèlement, de manipulation d'images avec l'IA, il ne faut pas se dire que parce que c'est virtuel, on ne peut rien faire. On peut porter plainte et on peut surtout signaler à ces acteurs qui peuvent faire retirer et aider justement à
voilà, le traitement de la plainte derrière. Bon, donc on le retient, les 3 acteurs de cet événement, bien évidemment Internet sans crainte, le numéro 3018 et puis pointdecontact.net. Merci beaucoup Axelle Dessand d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice d'Internet sans crainte. Merci aussi aux équipes en régie qui font toujours un formidable travail, à Lilian Brémond également. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.